énumérer et cataloguer différentes contraintes qui minent la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique étaient les thèmes qui a conduit à la célébration le 17 novembre dernier de la Journée internationale de la démocratie. Bienvenue au DH, à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va passer en revue l'actualité avant d'aborder cette question de la charte africaine de la démocratie. Je ne suis pas seule pour animer cette émission, je suis accompagnée de Maître Patou Essungi Bolekala, qui est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est aussi membre de l'AIDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame. À côté de Maître Patou, nous avons Maître Arsène Katolo. Il est défenseur des droits de l'homme près la cour, le tribunal des grandes instances de la Gombe. Il est aussi activiste des droits de l'homme. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame la journaliste. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de l'annoncer, nous allons devoir décrypter l'actualité. Elle est prédominée par la tournée héros-américaine du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi la déclaration du CLC, Comité laïque de coordination, pourquoi pas celle du docteur Mukwege qui souhaite la création d'un tribunal international spécial sur la RDC. Maître Patou, la tournée du président en Belgique, il faut rappeler que c'est l'ancien colonisateur. Bilan et perspective, qu'est-ce qui doit advenir de cette reprise de la coopération avec la Belgique? Merci Madame, je crois que la Belgique c'est notre seconde patrie. Tout à fait. Tous les Congolais le savent. Le président de la République, lorsqu'il s'amène à la Belgique lors de sa tournée, c'est juste pour comprendre que le président il cherche le bien-être de son peuple. Il n'est pas parti là-bas pour ses intérêts privés. Il part là-bas juste pour chercher le bonheur de ce peuple parce qu'il est vraiment attendu par ce peuple. Et le président doit se démarquer, le président doit tisser de partout pour chercher comment aider son peuple qui est en souffrance à ce jour. Parce que c'est très important afin qu'il puisse chercher comment tisser de partout afin de rehausser le niveau de son peuple, via les relations au niveau extérieur, parce qu'à un certain moment, on avait constaté le blocage sur le plan diplomatique. Voilà pourquoi, avec la fermeture des maisons Schengen et consorts, et ça a paralysé maintenant le bon fonctionnement et la quiétude de ces Congolais qui cherchaient comment voir, comment se propulser à l'horizon. Merci Maître Patou. Maître Arsène, tous ces contrats signés avec ces gouvernements belges prétendus démissionnaires, est-ce que ça va avantager la RDC? Merci beaucoup pour l'accord de la parole. J'aimerais d'abord rebondir sur quelques aspects très importants. D'abord, il faut que nous retenions que c'est la Belgique qui avait envoyé l'invitation au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour s'y rendre, et également parler sur l'arrière-plan de nos relations avec notre ancienne métropole qui est la Belgique, qui ont été tendues pendant une très bonne période suite à une question de financement des ONG qui n'a pas plu aux autorités de l'époque. Ça c'est de un, et puis de deux, il faut toujours savoir faire aussi le juste milieu, n'est-ce pas? Des arguments qui viennent de gauche comme à droite, des uns qui voient en cette démarche ou balai diplomatique une très bonne chose, et ceux qui essaient un peu de critiquer la Belgique sur ses positions par rapport à notre pays. D'où le juste milieu. Moi je peux dire ceci, écoutez, c'est cadre dans une très bonne logique où nous allons rebâtir nos relations diplomatiques avec la Belgique en ouvrant nos consulats à Anvers et de Lubumbashi, et la maison Schengen est déjà ouverte depuis très longtemps avec une autre dénomination. Alors sur
sur la question de savoir le contrat signé entre le gouvernement belge réputé démissionnaire et le président congolais qui s'est fait accompagner avec notre ministre des Affaires étrangères. Écoutez, il n'y a pas eu de convention au sens propre du terme qui ont été signées, mais c'était des lettres d'attente. Alors, en droit international public, tel que le décrit le feu professeur Bache Babou Kazadi, il y a lieu de distinguer ou de nuancer, n'est-ce pas, une lettre d'attente dans un domaine précis et une convention proprement dite. La Belgique s'étend, son gouvernement était un gouvernement démissionnaire, n'a fait que des propositions de lettres d'attente sur la réouverture de certaines relations diplomatiques. Mais ils ne vont pas être renvoyés par le gouvernement. Non, ce ne sont que des lettres d'attente. Oui. Donc, comme on peut qualifier ça d'une manifestation de prétention, n'est-ce pas, de régler X ou Y questions, raison, ce qui fait que même le chef de l'État congolais s'est rendu à Anvers pour discuter de la mise en œuvre de l'application de ces lettres d'attente-là. Ouais. Merci, Maître Arsène, de toutes ces explications, fidèles téléspectateurs. Vous rappelez que le 19 septembre de l'année 2018, il y a eu de la répression dans notre pays, il y a eu ce qu'il y a eu avant les élections. Alors, les comités de coordination, CLC et Dr Mukwege, qui est le gynécologue qui est en train de réparer les femmes à l'hôpital, les femmes violées à l'hôpital de Panzi, ils souhaitent la création d'un tribunal international sur la RDC. Et le comité laïque de coordination aussi voudra avoir une participation active de la population dans tout ce qui va se faire désormais dans la gestion de la chose publique. Maître Patou, votre point de vue là-dessus? Bon, par rapport à cette situation, madame, je pense que mon point de vue, je peux émettre un point de vue positif pour emboîter les pas à cette réflexion-là. Parce que nous sommes au Congo, nous savons comment les choses fonctionnent. C'est pas pour rien, il y a des gens qui réfléchissent, pendant qu'il y en a qui dorment, mais il y en a aussi qui passent leur temps en train de réfléchir sur le fonctionnement du pays, comment le pays fonctionne et comment les institutions fonctionnent au sein de notre pays. Et par rapport à cette pensée-là, madame, je pense que notre justice, elle est vraiment décriée, madame. Si les gens pensent de cette manière, parce que pour chercher comment renforcer l'efficacité ou l'autorité de l'État ou l'autorité de la justice congolaise, parce que sur le plan interne, ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Il y a l'impunité devant nos juridictions, notre justice ici. Bon, il y a des gens qui se plaignent lorsqu'il y a une personne qui est vexée, qui se rend à la justice pour que sa cause soit entendue. Mais si vous n'avez pas de moyens, s'il a une certaine autorité, une certaine fonction. C'est ce que je dis. Si vous êtes en face d'une personne qui a des moyens, une autorité, la conséquence c'est de l'impunité dans son chef. Il ne sera pas sanctionné. Mais aujourd'hui, la CPI aussi a montré ses faiblesses. Il faut... Effectivement. Est-ce que vous pensez si on veut créer une institution uniquement pour la RDC, c'est une bonne chose. Nous emboîtons le pas, nous l'encourageons. Parce que vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais merci, Maître Patou. Maître Arsène, la création d'un tribunal spécial pour la RDC, mais aussi cet activisme du comité laïque de coordination qui voudra s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Merci beaucoup pour la parole. Par rapport à ces deuxièmes sujets très capital, sensible aussi, écoutez, je vais commencer d'abord avec la question du comité laïque de coordination sur un suivi citoyen, un contrôle citoyen des institutions publiques. C'est très capital parce que je suis d'avis que le Congo ne peut se relever qu'avec des citoyens consciencieux et pas des politiques. Parce que depuis la belle lurette, notre population a perdu toute la confiance dans nos politiques qui ne se comportent que d'une manière assez médiocre. Alors, si je reviens sur la proposition du docteur Denis Mukwege qui est suivi par le comité laïque de coordination, celle de créer un tribunal pénal international pour le Congo.
En marge des événements, si nous pouvons les rappeler ici, depuis 2015, où nous avons connu la répression barbare sur la loi électorale, le vote de la loi électorale, où on conditionnait les recensements à l'enrôlement des électeurs. Il y a eu une répression barbare où on a enregistré également les cas de commission des crimes internationaux. Nous avons également le 19 septembre 2016 où il y a eu au moins plus de 50 morts ici à Kinshasa. Nous avons connu également le 3 mars de l'Église catholique, la première marche du 31 décembre 2017, où il y a eu également des arrestations arbitraires, des tortures des militants de Filimbi, que nous avons porté la charge de défendre devant la justice congolaise. Il y a eu également la marche du 21 janvier 2018, pendant laquelle nous avons perdu la sœur Thérèse Kapangala, et nous avons également connu la toute dernière marche pacifique de l'Église catholique qui a été cette fois-ci encore totalement réprimée par la barbarie du régime passé, où nous avons également perdu l'un de nos frères activistes, Rossi Mukendi. Et je rappelle ici, à la même époque aussi, j'ai fait l'objet d'une arrestation arbitraire et détention illégale à l'Agence nationale des renseignements pendant plus de 4 mois. Alors, la torture, les arrestations arbitraires, tous les actes de barbarie qui ont été commis et posés constituent tout un bloc, n'est-ce pas, de violations graves de droit international des droits de l'homme. Mais à cela aussi, nous pouvons ajouter le massacre du Kasaï, n'est-ce pas, avec le phénomène Kamwina Nsapu. Nous pouvons également ajouter l'affaire de Yumbi, avec les massacres que nous avons connus. Tous ces aspects de choses constituent une violation grave de droits de l'homme. Mais la question est celle de savoir, est-ce une création d'une juridiction ou d'une justice pénale internationale spéciale s'avère être importante? Oui. Mais écoutez, le docteur Denis Mukwege, c'est un gynécologue spécialiste, et cette question également, c'est une question de spécialité de juriste. Alors, sur ces points, je parle ici, étant que spécialiste également en droit international pénal, je me dis ceci, écoutez, nous avons quitté une phase, n'est-ce pas, d'une justice pénale non permanente à une phase d'une justice pénale permanente. Nous avons connu le cas de génocide au Rwanda en 1994, où on a créé un tribunal spécial, plutôt un tribunal international pénal pour le Rwanda, le TPIR, qui siège à Arusha. Nous avons connu également les cas de massacres. De bons fruits. Ce tribunal spécial de Gachacha. Il y a eu toujours des questions des reproches. On a reproché par exemple à ce tribunal-là la violation du principe de la non-rétroactivité des faits pénaux. Pourquoi on doit ériger un tribunal, n'est-ce pas, après la commission des crimes? C'est un péché au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Vous voyez? Et le nom qu'on va installer, est-ce qu'il va revoir les crimes précédents? C'est ça, on aura le même reproche qu'on a eu avec les juridictions pénales mixtes, ad hoc ou internationalisées dans le passé. Les cas, on en a connu autant. Nous avons connu le tribunal spécial pour la Sierra Leone avec la Sierra Leone et le Libéria. Nous avons connu par exemple les cas des tribunaux cambodgiens. Nous avons connu les cas des tribunaux de Timor Est et oriental. Toutes ces juridictions ad hoc ou mixtes ont été critiqués, n'est-ce pas, par les juristes sur la violation du principe de la non-rétroactivité. D'où, pour éviter ça et pour se conformer actuellement aux 7 principes de Nuremberg, il a été créé en 2001 la Cour pénale internationale. D'après certaines langues qui pensent que la Cour pénale internationale jusque-là, elle est passive, mais écoutez, la CPI, pour agir, la CPI a 2 piliers fondamentaux sur lesquels la CPI se base. Un, la CPI agit d'abord par voie de coopération et par voie de complémentarité. La CPI n'a pas une armée, la CPI n'a pas une police, la CPI n'a pas un État. Et en quoi elle est une juridiction contraignante? Parce que nous, les États, se sont mis d'accord pour la création de cette cour-là permanente afin que... Il n'y a rien de contraignant, c'est ça le grand problème. Écoutez, le problème c'est... Les gens vont là-bas, ils deviennent gros, ils grossissent, ils sont en bonne santé. Le problème c'est nous. Lorsque nous voulons quelque chose à la fois, eh bien, en derrière nous cherchons le contraire de la chose.
Lorsque la CPI a été créée, écoutez madame, ce n'était pas pour traquer le président africain, n'est-ce pas? Et nous étions d'ailleurs, la RDC était légendairement le dernier État qui a amené la 60e signature, n'est-ce pas, pour la création de la CPI. Mais écoutez, il y a lieu que nous puissions également émettre quelques avis sur quelques défauts qu'il y a à reprocher à la CPI, notamment la lanterne dans les affaires, la mise en œuvre. Mais la CPI a deux piliers, comme je l'ai dit tout à l'heure là, la coopération et la complémentarité. La CPI dans la complémentarité ne peut agir que si il y a l'État montre ses besoins de ne pas agir dans un phénomène donné, ou lorsque l'État ici organise une justice complaisante. Là, la CPI peut récupérer l'action. Soit c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de déférer l'action devant la CPI, soit c'est à l'État concerné de déférer également l'action devant la CPI. D'où nous demandons la création d'une juridiction pénale internationale pour la RDC. Oui, c'est bien bon, mais on va encore retomber dans le même critique du passé. Merci beaucoup, Maître Arsène. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons pour parler de la démocratie. Après les régimes autoritaires, après les coups d'État militaires, après les dictatures, après les royaumes et les empires, les gens se sont assis, ils se sont décidés d'adopter comme régime la démocratie, un régime fondé sur le respect des textes légaux, un régime pour les peuples, par les peuples, fondé aussi sur l'alternance. D'où la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, là où le Congo n'a pas ratifié jusque-là. Alors, en marge de la journée du 17 septembre, consacrée à la Journée internationale de la démocratie, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, avait organisé une journée internationale commémorant cette journée, bien sûr, avec comme thème le programme de la table ronde sur le respect des libertés publiques comme facteur de consolidation de la démocratie. Maître Patou, pourquoi est-ce que la RDC n'a pas ratifié à cette charte, pourtant assise sur des valeurs fondamentales? Merci madame pour la question. Je pense qu'à cette question, la réponse elle est simple. Notre pays il est comme il est, on ne sait pas pourquoi la RDC n'a pas ratifié, mais nous, de notre côté, au sein de l'AIDF, nous faisons un plaidoyer à ce que la RDC puisse ratifier, parce que cet instrument va aider notre pays à mieux fonctionner. Il y a des choses qui sont dites dans cet instrument qui mérite d'être pratiqué dans notre pays. Mais lorsqu'on est en dehors, comment on saura quand même pratiquer ce qui est aussi important et bénéfice à notre pays? Voilà pourquoi nous faisons ce plaidoyer-là, afin que la RDC puisse ratifier. Parce qu'il y a des choses importantes qui doivent être mises en application aussi chez nous au Congo. Merci Maître Patou. Maître Arsène, depuis 1960, les Africains ont un sujet, le plus grand, autour duquel ils débattent, c'est le pouvoir. L'Afrique n'a pas d'industrie de transformation, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas vraiment de grandes choses comme ailleurs, mais on tourne autour du pouvoir. L'organisation des élections en fin mandat pose problème. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons sacrifié notre temps, notre liberté, nos vies avec les Rossi qui sont partis pour essayer de changer les choses, pour essayer d'atteindre une autre perspective de la chose. Écoutez, par rapport à cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, qui contient pratiquement 50 articles, je lis du début à la fin, je trouvais que ce sont de très bonnes choses qui ont été dites, mais là où je fustige un peu, nous les Africains, si je vais emprunter le terme du professeur Ngila, qui dit que les présidents africains sont de passagers clandestins, donc des gens qui viennent là dans un cercle
ou club d'amis, ils vous écrivent des histoires et ils tournent le dos après, ils se disent, mais écoutez, qu'est-ce qu'on avait dit là, vous voyez tout ça, ça devient tout à fait un problème. Ils se disent que ben, moi j'ai ratifié tout ça, mais ils n'arrivent pas à les appliquer. Le problème de la démocratie, avant que j'arrive là sur cette charte, j'aimerais revenir sur vos propos de la table ronde sur la liberté publique qui a eu lieu le 19 passé au centre Elaïs, où j'ai été invité. J'ai reçu ce privilège-là d'être invité. Mais écoutez, je me suis dit à la fois que quelle coïncidence merveilleuse, n'est-ce pas, de célébrer la journée de la démocratie du 15 septembre, mais venir célébrer ça le 19, la date à laquelle notre pays a connu, n'est-ce pas, une répression barbare d'une manifestation publique qui ne cadre que comme un droit fondamental et constitutionnel. Donc je me suis dit que c'était une coïncidence heureuse, n'est-ce pas, à la fois pour commémorer nos martyrs et également pour discuter sur l'état des lieux de liberté publique dans notre pays. D'où même la question de la nécessité de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, lesquelles questions nous ont poussés dans la rue pour que nous demandions à l'État congolais de les respecter. Mais en ce qui concerne la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, j'aimerais dire une chose. Avant de négocier ou de signer, même de ratifier une charte, un pacte ou une convention internationale, il faut toujours prendre le temps d'examiner ça. Je prends exemple le cas des États-Unis d'Amérique. Savez-vous que les États-Unis d'Amérique sont signataires le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Mais parce que c'est un État réaliste. Ce n'est pas un État qui agit par sentiment, n'est-ce pas? Il n'y a pas de dirigeants sentimentalistes aux États-Unis. Les États-Unis ont signé ces statuts-là, mais ne l'ont pas ratifié. Pour eux, les citoyens américains doivent être jugés dans le sol ou sur le sol américain. Ils n'ont pas signé le pacte international sur le droit de l'enfant. Mais écoutez, les Américains, c'est eux qui ont initié ça. Mais à la fin, ils vous disent, non, écoutez, nous, on ne va pas signer votre truc ici. Mais on se demande la question, pourquoi? Ils disent, mais parce que chez nous, on ne respecte pas ça. Vous voyez, ça, c'est être un État responsable. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on enrôle les enfants à partir de 14 ans dans l'armée. Or, dans les pactes internationaux sur le droit de l'enfant, c'est interdit. Ils vous disent ça. Alors, ils se sont dit, non, on ne veut pas pécher. Évite, n'est-ce pas, de faire quelque chose pendant que nous ne l'appliquons pas chez nous. Mais le bon sens voudrait aussi qu'ils signent parce que le monde est en train de changer. Hein. Il faut que la gouvernance change aussi. Moi, c'est le côté positif de la vérité qui me plaît. Mais, et pourtant, on peut aussi également faire un plaidoyer aux Américains. Mais écoutez, enrôler les enfants de l'âge de 14 ans dans l'armée, c'est une violation de la loi. Là, je vous arrête parce que nous pourrons derrière l'état maître. Merci pour ces explications, fidèles téléspectateurs. Nous tendons vers la fin de ce numéro de DH à la portée de tous, votre émission en train de débattre autour de la charte africaine des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Maître, toute action, toutes les revendications citoyennes en Afrique, c'est un constat, sont assimilées à une désobéissance. Quand les gens descendent dans la rue, les sit-ins, quand les gens revendiquent, et il y a beaucoup de dirigeants depuis 1960, ils se sont donné des noms qui ne cadrent pas. Timonier, homme seul, tout ça. Comment voyez-vous cela? Merci madame. Je pense que tout dépend des dirigeants. Comprenez qu'en Afrique, les dirigeants se comportent comme si ce sont des ayants droit. Ils ne savent pas qu'ils gèrent des êtres humains. Et le dirigeant, lorsqu'il a un pouvoir, il se croit au-dessus de la mêlée, il ne sait pas respecter les autres, les droits de l'homme ne sont pas respectés, et la liberté est bafouée. Vous comprenez? On n'a pas ce droit-là de revendiquer, de marcher, de faire quelque chose. Donc, c'est un droit reconnu au peuple. Mais lorsque vous bafouez ce droit-là, madame, comprenez un peu la situation. Mais par rapport à cette manière de faire les choses, madame, ce n'est pas du tout vraiment important et intéressant pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes en train de régresser, et particulièrement notre pays. On est un pays dit RDC, la République démocratique du Congo. Lorsque nous parlons de cette démocratie-là, parce que nous rappelons des événements passés, ce qui est passé lors du régime passé,
Et on se rend compte que dans notre pays, cette démocratie n'est qu'un slogan. Or, la démocratie ne peut pas être un slogan. Le peuple où tout le monde doit vivre l'effectivité de cette démocratie. On ne peut pas être appelé un État dit démocratique, tandis qu'on ne l'est pas. Non, on doit vivre cette effectivité-là de la démocratie. Qui il y est... a beaucoup de choses à dire. Et par rapport à la gouvernance et consorts, notre pays, nous avons besoin d'un gouvernement responsable et le peuple a besoin de vivre cette bonne gouvernance dont il est question. Merci Maître Patou. Maître, un peu rapidement, là nous sommes à la fin de ces numéros. Fin mandat, l'organisation des élections, la justice, ça pose un problème, le respect des droits de l'homme. Votre dernier mot, parce que nous sommes à la fin. Alors écoutez, le peuple, dans son état, mérite son chef. Si le peuple est passif, il a un dictateur. Si le peuple est regardant, il a un chef d'État, n'est-ce pas, qui observe les lignes de démarcation de son pouvoir. Et il ne peut pas en passer outre, ni lui, ni le membre du gouvernement et les autres élus qui ne sont que des mandataires. Je rappelle ici que entre nous, le peuple, et l'État, nous avons un contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes et les autres. Dans ces contrats-là, l'État a l'obligation de nous garantir la paix, la sécurité, la justice et l'ordre. Et quand il ne le fait pas, il faut les rappeler. C'est nous, les concontractants, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de rappeler à l'État toutes ses obligations. Là, vous allez trouver la police. La manière dont nous pouvons le faire, la Constitution nous a donné les mécanismes d'exercice. Peut-être la pétition, qui fait partie des mécanismes d'expression, mais également les manifestations publiques. D'où nous avons demandé que la loi sur la manifestation publique doit être promulguée et publiée pour se conformer au régime d'information établi par la Constitution. Donc, en chitant, je voudrais dire que notre peuple est appelé à l'éveil de conscience. Ces gens-là sont nos serviteurs et non pas nos patrons. C'est nous qui leur avons donné un mandat et nous sommes obligés de les observer à la loupe. Une fois qu'il y a une dérive, comme vous le constatez actuellement, il y a, à l'époque on n'avait pas connu ça, où on a des ministres qui sont arrêtés, ou des ministres qui sont audités. Il y a même mais aujourd'hui, nous avons le ministre qui a fait signer les codes d'éthique et professionnels aux nouveaux membres du gouvernement. Ça démontre déjà que ce sont les premiers aspects du changement de l'application effective de l'état de droit. Et moi, j'ai dit sans risque même d'être contredit que l'application effective de l'état de droit constituera, n'est-ce pas, un préalable au changement des mentalités des Congolais. Lorsque nous avons des ministres pareils, comme l'ex-ministre de la Santé Oli Lunga, je vous affirme que moi, j'ai tweeté et nous avons rappelé les autorités que ces ministres devaient être audités. Et le soulagement, le plus grand soulagement que nous avons connu, c'est de voir les autorités répondre à notre appel. Et c'est ça le rôle du peuple congolais. C'est ça le rôle du peuple et le devoir de l'État de respecter les droits de l'homme. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros de DH à la portée de tous. Et je rappelle que nous avons reçu Maître Patou et Sungi Bolekala, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est aussi membre de l'UAIDF. Merci Maître d'avoir répondu à mon invitation. Maître Arsène Katolo, défenseur judiciaire près le tribunal les grandes instances de Kinshasa-Gombe. Il est aussi activiste des droits de l'homme. Merci Maître d'avoir analysé avec nous. Nous sommes à la fin de ces numéros des droits de l'homme à la portée de tous. Dieu lui-même a créé le monde, il n'est pas dictateur, il permet à tout le monde. Il y en a même des gens qui ne croient pas en lui, mais il ne les a jamais tués. Merci de nous avoir suivis. À la régie finale, Patiam Sangila nous a aidés. Et Jerry Bindele était au four et au moulin, il a aussi réalisé cette émission. Nous vous disons tous grand merci de tout cœur de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.